Le drone a glissé sous la surface, ses faisceaux lumineux traversant l'eau bleue et limpide du puits de Jacob. Les 30 premiers pieds étaient à couper le souffle, des couleurs qui n'avaient aucune raison d'exister dans une grotte, des rayons de lumière solaire filtrés, des parois de calcaire pâle, des teintes turquoises et dorées qui scintillaient. Une eau si transparente qu'elle ressemblait à de l'air liquide. Mais ce n'était pas une plongée ordinaire. La machine descendait dans une zone interdite, un endroit où au moins 12 personnes ont disparu pour toujours. Les scientifiques observaient leurs écrans tandis que le drone s'enfonçait dans les passages étroits et sinueux que les plongeurs appellent le piège. Ils étaient venus cartographier la grotte. Ce que la caméra du drone a capté à la place était tout à fait différent. Une découverte si troublante qu'elle a confirmé tout ce que la réputation la plus sombre du puits avait promis, le puits des murmures. Et dans le paysage vallonné et brûlé par le soleil du Texas Hill Country, juste à l'extérieur de la petite ville de Wimberley, Cypress Creek coule peu profond et clair sur un lit de calcaire ancien déposé il y a près de 100 millions d'années. Et dans le lit de ce ruisseau, il y a un trou, une ouverture sombre, parfaitement circulaire, d'environ 12 pieds de diamètre, située au milieu d'une eau par ailleurs douce et peu profonde, arrivant aux genoux. C'est le puits de Jacob. Par une chaude après-midi texane, cet endroit fourmille de gens, des familles, des étudiants, des touristes alignés le long des corniches calcaires environnantes, se lançant les uns après les autres dans l'eau impossible, transparente et infiniment fraîche en dessous. Le puits alimenté par source se maintient à 68 degrés Fahrenheit toute l'année, nourri par le vaste réservoir souterrain de l'aquifère Trinity, l'un des systèmes d'eau douce les plus importants du sud-ouest américain. On dirait un paradis. On ressent comme une oasis. C'est l'un des trous de baignade les plus photographiés du Texas. Mais cette scène est une belle illusion, car chaque personne qui saute dans cette eau plonge directement dans la gueule d'un système de grottes souterraines immense, complexe et réellement mortel. Le puits de Jacob n'est pas un puits au sens conventionnel. C'est une source karstique, l'ouverture de surface d'une grotte verticale qui plonge tout droit à travers des couches de calcaire, jusque dans les ténèbres de l'aquifère bien plus bas. Le processus qui l'a creusé a pris des millions d'années. Des eaux souterraines légèrement acides dissolvant la roche grain par grain, ouvrant des chambres et des passages qui sont devenus un labyrinthe qu'aucun esprit humain n'a conçu et qu'aucune main humaine ne contrôle. Pour les nageurs, l'expérience s'arrête au fond de la première salle, une chambre baignée de lumière d'environ 30 pieds de profondeur. Pour les plongeurs souterrains, cette chambre n'est que le paillasson d'entrée. Le puits de Jacob est une légende dans le monde de la plongée en grotte, mais pour toutes les mauvaises raisons. On le connaît comme une tombe pour plongeurs. La grotte est façonnée par un pur accident géologique, comme un piège naturel parfait. Au minimum, 4 chambres connues s'empilent plus profondément dans la terre, chacune plus dangereuse que la précédente, reliées par des passages étroits portant des noms qui ressemblent à des avertissements. La transition entre la deuxième et la troisième chambre exige de se faufiler dans une constriction si étroite que les plongeurs l'ont baptisé le canal de naissance. Plus bas, des formations ont été étiquetées le cercueil et l'étreinte finale. Ce ne sont pas des envolées dramatiques. Ce sont des descriptions précises d'espaces qui ont coûté des vies humaines. La clarté trompeuse de l'eau est l'arme la plus dangereuse du puits. Les fonds des chambres profondes ne sont pas en roche solide. Ils sont recouverts d'une épaisse couche fine de limon calcaire pulvérule accumulée au fil des siècles. Un seul coup de palme mal placé transforme instantanément une visibilité cristalline en un nuage blanc, dense et opaque. C'est ce qu'on appelle un voile de limon. Dans cette cécité totale, un plongeur se désoriente en quelques secondes. Il ne voit plus ses instruments. Il ne retrouve plus son compagnon de plongée. Et surtout, il ne peut pas localiser le fil de sécurité qui ramène à la surface, s'il a pensé à en dérouler un. La panique prend le dessus. Un plongeur paniqué épuise sa réserve d'air à une vitesse terrifiante. Il se perd. Il manque d'air et le puits fait une nouvelle victime. Au moins 12 personnes ont perdu la vie dans ces passages. De nombreux corps sont coincés dans des endroits si profonds ou structurellement instables que leur récupération a été jugée impossible.
Le puits devient leur tombeau définitif. Et malgré cette histoire, l'attrait de ces profondeurs n'a jamais diminué. Les plongeurs, en particulier les jeunes et les plus ambitieux, continuent d'arriver. Ils veulent descendre encore plus bas. Ils veulent percer le mystère. Le cycle de tragédie est devenu si grave que les autorités locales ont fini par souder une lourde grille en métal, faite d'épais barres d'armature, directement au-dessus de l'entrée menant aux chambres les plus profondes. Ils étaient convaincus que cela mettrait enfin un terme à l'histoire. Ce ne fut pas le cas. Poussés par la promesse silencieuse de secrets enfouis plus bas, des plongeurs ont commencé à se présenter après la tombée de la nuit, munis de coupe-boulons. La grille a été découpée encore et encore. Le puits refusait de rester scellé. C'est à ce moment-là que la science est intervenue, non pas pour envoyer un autre être humain dans l'obscurité, mais pour y envoyer quelque chose qui n'avait pas besoin de respirer. La découverte glaçante de la caméra. Par un matin calme, une équipe de chercheurs et de géologues s'est rassemblée au bord du puits de Jacob. L'ambiance était concentrée et tendue. Un fourgon blanc était garé sur la rive calcaire, ses portes latérales ouvertes, révélant une rangée de moniteurs haute définition. C'était le centre de contrôle. La machine qu'il déployait était un petit véhicule sous-marin téléopéré de couleur jaune vif appelé Explorer, de qualité industrielle, conçu pour résister à une écrasante pression. Équipé de plusieurs caméras 4K, de puissants projecteurs orientés vers l'avant et d'un sonar avancé capable de cartographier les parois des grottes dans l'obscurité totale avec une précision de l'ordre du centimètre. Un épais câble à fibre optique le reliait au fourgon, transmettant la vidéo en direct en temps réel. La mission était simple, descendre jusqu'à la 4e chambre, établir la première carte tridimensionnelle complète du système. Un technicien a descendu l'Explorer dans l'ouverture du puits de 12 pieds de large. Sur les moniteurs, l'écran s'est rempli de bleu. La première chambre était magnifique. La lumière du Texas touchait les parois rocheuses, illuminant la salle d'un or pâle et de turquoise. L'opérateur a incliné le drone vers l'avant et l'a guidé le long d'une pente inclinée jusqu'à la 2e chambre. L'écran est passé du bleu lumineux à un indigo profond. À 80 pieds, la lumière du soleil avait disparu. Les lumières du drone se sont allumées, découpant des cônes blancs à travers les ténèbres souterraines absolues, des parois de calcaire lises et pâles, sculptées par des millénaires d'eau en mouvement. Puis vint le canal de naissance, à peine assez large pour le véhicule, avec un fond de gravier meuble et profond. L'opérateur a réduit les propulseurs à une puissance minimale, faisant passer le drone avec une précision au millimètre près, évitant le limon. Quelques minutes plus tard, il a émergé dans la 3e chambre, un vide plus large et plus sombre, silencieux et immobile. Vérification des systèmes, tout était stable. L'opérateur a dirigé le drone vers une étroite fissure à l'extrémité de la chambre. L'entrée de la 4e. Le drone s'est engouffré dans le tunnel. Les parois se sont rapprochées immédiatement. Le passage était étroit. Le sol, un lit instable et mouvant de roches et de limons. C'était un endroit qu'aucun humain n'avait vu depuis des décennies. Puis les lumières du drone ont capté quelque chose, un reflet sur quelque chose qui n'était pas de la roche. L'opérateur s'est arrêté, quelque chose de métallique. Il a zoomé. Sur le moniteur, de manière indéniable, une palme de plongée plantée verticalement dans un tas de gravier. Le fourgon est devenu complètement silencieux. L'opérateur a effectué un panoramique lent. À quelques pieds de là, une bouteille d'oxygène corrodée à moitié enfouie dans le limon, son détendeur incrusté de décennies de dépôts minéraux, puis une bande déchirée de combinaisons noires accrochée à une saillie rocheuse, et puis ils l'ont vu. Glissé dans une crevasse, partiellement coincé sous du gravier qui s'était déplacé au fil des années et des décennies, se trouvaient les restes squelettiques d'un être humain. Les scientifiques sont restés immobiles. Ce n'était plus une étude géologique. C'était devenu une mission de récupération exécutée par un robot. Le drone a maintenu sa position, ses lumières illuminant la tombe sous-marine silencieuse. L'équipement du plongeur datait clairement d'une autre époque.
Sur les restes de la combinaison, une petite étiquette décolorée portant un nom était à peine visible. Avec une amélioration numérique, les lettres sont apparues lentement. Le nom indiquait Kent Maupin. Ce nom a frappé l'équipe comme un choc physique. Kent Maupin n'était pas simplement un plongeur perdu de plus. Sa disparition le 9e jour du mois de septembre de l'année 1979 comptait parmi les incidents les plus documentés et les plus troublants de l'histoire des puits de Wells, déclenchant une couverture de presse, une vaste opération de sauvetage et un traumatisme collectif que Wimberley portait en elle depuis plus de 40 années. Et voilà qu'un robot apportait la réponse, des dizaines d'années après les faits. Les images ont exposé le mécanisme avec une clarté effrayante. Le passage était d'une étroitesse extraordinaire. Le sol consistait en un gravier instable, capable de couler et de déferler tel un liquide au ralenti dès qu'on le perturbait. Kent ne s'était pas simplement coincé, la grotte l'avait enseveli, mais le drone n'en avait pas fini. Quand la caméra a balayé plus loin, les projecteurs ont découvert un second jeu de bouteilles de plongée. Une autre palme. Kent Maupin n'était pas seul au moment de mourir. Le fourgon a absorbé la nouvelle dans le silence. Le drone planait à l'intérieur d'une fosse commune, confirmant ce qu'on soupçonnait depuis longtemps sans jamais l'avoir documenté visuellement. C'était la première fois que quelqu'un contemplait la 4e chambre en haute définition. Avant cet instant, elle n'existait que dans les récits de survivants et des croquis approximatifs. Désormais, il possédait une preuve irréfutable, visuelle et permanente. Le puits n'était pas qu'un simple labyrinthe. C'était un environnement prédateur actif, fait de pierres mouvantes, qui avait gardé ses secrets dans l'obscurité pendant des décennies. Qui était Kent Maupin et pourquoi est-il descendu là-bas? Pour saisir ce que ce drone a découvert, il faut revenir au 9e jour du mois de septembre de l'année 1979. La plongée en grotte à cette époque représentait concrètement le Far West de l'exploration extrême. Aucune norme de sécurité largement appliquée n'existait. Pas de directives obligatoires, aucune autorité institutionnelle capable d'empêcher un plongeur open water expérimenté de décider, par une tiède soirée texane, qu'il allait s'engager dans un passage souterrain, submergé avec seulement une bouteille d'air et sa propre assurance. C'était une culture de pionniers fondée sur le courage, l'ambition et l'excitation particulière de pénétrer là où personne n'était jamais allé. Le puits de Jacob constituait l'un de leurs trophées les plus convoités. La 4e chambre, en grande partie inexplorée, rarement atteinte, occupait une place spécifique dans la mythologie, l'ultime frontière du réseau, la salle qui distinguait les Sirius de tous les autres. Kent Maupin était taillé pour cet univers. Expérimenté, sans peur, hanté par le puits après plusieurs plongées, qui l'avait entraîné progressivement plus profond sans jamais apaiser cette obsession. Son compagnon ce soir-là était Mark Brashear, un étudiant au collège de San Antonio, avide d'aventure, profondément impressionné par le plus chevronné des deux. Il faisait partie d'un groupe de 8 plongeurs qui avaient roulé jusqu'à Wimberley et établi leur campement près du puits. Le genre d'expédition qui débute dans l'enthousiasme et l'énergie nerveuse de gens sur le point d'accomplir quelque chose qui les terrifie. Quand l'obscurité s'est installée, Kent et Mark ont revêtu leur équipement. Un autre plongeur nommé Joe est entré dans l'eau avec eux et les a suivis à travers la 1e chambre, puis vers le bas dans la 2e, et les a regardés se faufiler par le canal de naissance jusqu'à la 3e. Ensuite, le plan a dévié d'une manière que Joe n'avait pas été informé d'anticiper. À l'extrémité de la 3e chambre, Kent et Mark s'arrêtèrent devant la fissure sombre dans la roche et commencèrent à détacher leurs bouteilles en acier de leur dos, les poussant devant eux dans le passage, technique classique pour franchir les espaces exigus, mais aussi une technique qui vous engageait entièrement avant même de pouvoir évaluer ce qui se trouvait à l'intérieur. Personne n'avait annoncé à Joe que c'était le programme. Il a fait balancer frénétiquement sa lampe. Mark ne s'est jamais retourné. Il s'est simplement continué à s'engouffrer dans le trou. Joe est resté à l'entrée et a frappé son couteau de plongée contre sa bouteille. Des signaux métalliques aigus résonnant dans l'eau. Le silence lui a répondu. Sa propre jauge indiquait un niveau critique.
Il a maintenu sa lampe orientée vers le tunnel aussi longtemps que la survie le permettait, un phare désespéré, puis a fait demi-tour vers la surface. Pendant sa remontée, l'eau cristalline est devenue blanche. Un voile de sédiments complet, envahissant la grotte vers le haut. Quelque chose au plus profond avait troublé le gravier. Soit les deux plongeurs progressant à travers, soit, comme les images du drone le confirmeraient plus tard, le sol instable s'effondrant sous leur poids. Joe a émergé seul à la surface. Il a regardé autour de lui la nuit texane silencieuse. Il a hurlé à l'aide. Il savait déjà. Le puits les avait pris. Une tombe dans les graviers. Le policier qui intervint cette nuit-là téléphona à Dandible, propriétaire d'une boutique de plongée locale à San Antonio, ancien plongeur de la marine et universellement considéré comme le meilleur spécialiste de sauvetage en eau profonde de tout l'État du Texas. Dible avait déjà répondu à des urgences de plongée par le passé. Il savait ce que les appels d'urgence nocturnes provenant du puits de Jacob signifiaient en matière de probabilité de survie, mais il vint quand même sur le champ avec son coéquipier Paul Battaglia et une équipe de plongeurs sauveteurs volontaires entraînés. Lorsqu'ils atteignirent le puits, les autres plongeurs du groupe étaient rassemblés sur la berge de calcaire, bouleversés et vidés par ce qu'ils avaient vu se produire. L'un d'entre eux signala qu'il avait brièvement tenté de pénétrer dans le passage et pensait avoir aperçu quelque chose, des formes qui pouvaient être des corps déjà partiellement recouverts de gravier frais à l'intérieur de la grotte. Don Dible marcha jusqu'au bord du puits et regarda l'ouverture sombre dans l'eau. C'était un professionnel qui avait vu des choses difficiles. Il prit la décision difficile. Il faisait trop noir, c'était trop trouble et trop dangereux pour envoyer quiconque immédiatement. Ils attendraient la lumière du jour. L'équipe serait prête pour une opération de récupération le matin. Ils n'avaient aucune idée que le puits n'avait pas encore fini. Le lendemain matin arriva lourd d'une funeste détermination. Les premiers plongeurs descendirent avec de petites truelles de jardin, l'outil de prédilection pour les délicates fouilles sous-marines dans des environnements instables. Ils atteignirent l'entrée de la 4e chambre et trouvèrent exactement ce que le drone documenterait 46 ans plus tard. Un mur de gravier meubles et mouvants, remplissant le passage comme du sable dans un sablier. Ils commencèrent à le déplacer poignée par poignée avec précaution. Pour chaque roche qu'ils retiraient, d'autres glissaient d'en haut pour combler l'espace. L'amas était en effondrement permanent et lent. Le déplacer aggravait la situation. C'était comme essayer de creuser un trou dans du sable sec sous l'eau dans l'obscurité totale, tout en respirant de l'air comprimé à une profondeur où chaque erreur précipite vers la catastrophe. Les rapports contradictoires et de plus en plus alarmés provenant des plongeurs poussèrent Dandible à prendre la décision qui définit certains types de leaders. Il annonça qu'il y allait lui-même. Il n'allait pas demander à son équipe de se rendre quelque part où il n'irait pas. Il s'équipa avec un calme méthodique, prit un garde-chasse nommé Calvin Turner comme plongeur de sécurité et positionna des bouteilles d'air de réserve à 25 et 75 pieds, comme l'exigeait le protocole. Il déroula sa ligne de sécurité depuis la surface jusqu'à l'intérieur de la grotte. À l'entrée du passage fatal, il s'arrêta et vérifiqua son manomètre. 100 PSI. Il le calcula en fonction de sa profondeur, de son effort et de la température de l'eau. Il lui restait environ 10 minutes. Il fit le signal de hockey à Calvin, qui se maintint à l'entrée, puis engagea sa tête et ses épaules dans l'ouverture. L'amas entier de gravier s'effondra. Une cascade de roches et de limens s'écoula en un instant et l'ensevelit jusqu'au bras. L'eau passa de clair à visibilité nulle avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était produit. Il se retrouva coincé dans l'obscurité absolue, incapable de bouger ses bras, incapable de taper sur sa bouteille pour appeler à l'aide, incapable de signaler au plongeur situé à 3 pieds derrière lui qu'il était en danger. Son rythme respiratoire s'accéléra involontairement. L'air comprimé qui lui avait promis 10 minutes commença à se vider à une vitesse qu'il pouvait sentir mais qu'il ne pouvait maîtriser. Il sentit sa conscience commencer à se retirer par les bords. À cet instant, Dandible prit le genre de décision qui ne devient possible que lorsque toutes les autres options ont été éliminées. Il accepta le fait qu'il allait mourir dans le puits de Jacob aux côtés des hommes qu'il était venu chercher.
Il décida qu'au lieu de dépenser son dernier air dans la panique, il accélérerait le processus. Il ouvrit la bouche et commença à avaler l'eau trouble. Alors son corps agit sans autorisation. Une violente convulsion involontaire, le réflexe de survie le plus profond que possède le système nerveux humain, secoua tout son corps. Cela le décala juste assez. À travers le nuage opaque de l'hymen remué, une lumière apparut. Calvin Turner avait identifié le nuage de limon pour ce qu'il signifiait et s'était avancé sans une hésitation. Tendant un détendeur de secours, un filin octopus dans l'obscurité, la main de Don le trouva, il se le plaqua dans la bouche et prit la première inspiration d'un homme qui revenait d'un endroit d'où la plupart des gens ne reviennent pas. Il était vivant, mais l'histoire n'avait pas fini avec lui. Pendant la lutte, Don avait avalé des quantités importantes d'air en même temps que de l'eau. Tandis qu'il remontait avec Calvin vers la surface, la pression de l'eau diminuant à chaque pied gagnait vers le haut. Cet air commença à se dilater dans son estomac, comme tout gaz se dilate dans un conteneur sous pression quand on relâche la pression. Il ne parvenait pas à l'expulser. La douleur atteignit un niveau qu'il décrira plus tard comme au-delà des mots. Il comprenait ce qu'un embolie gazeuse signifiait. Il comprenait qu'il ne pouvait pas remonter assez lentement pour être en sécurité et assez vite pour survivre en même temps. Il choisit le rapide et se fraya un chemin jusqu'à la surface en griffant l'eau. Quand il émergea du puits de Jacob, son estomac était distendu au-delà de toute reconnaissance. Il retira le détendeur de sa bouche et hurla. La douleur, dira-t-il plus tard, dépassait tout ce qu'il avait ressenti dans une vie qui avait compris des situations véritablement dangereuses. Elle dura 12 heures. Au centre médical de l'armée Brooke, les médecins le soignèrent d'abord pour une maladie de décompression. Le caisson de recompression ne servit à rien. Les radiographies révélèrent la vérité. Sa paroi stomacale s'était rompue de l'intérieur sous l'effet de la pression gazeuse en expansion. La péritonite qui en résulta, une infection massive de la cavité abdominale, était un état qui tuait la plupart des patients avant que la chirurgie moderne ne devienne disponible. Le chirurgien qui l'opéra décrivit l'incision comme tranchée dans un ballon de basket pleinement gonflé. C'était une blessure sur 1 million, produite par une suite d'événements jamais documentés auparavant en médecine de plongée. Que Don Deeble ait survécu est, par toute évaluation raisonnable, un miracle. Pendant qu'il luttait pour sa vie dans un hôpital de San Antonio, l'opération de récupération se poursuivait au puits. Un autre plongeur expert, Don Broad, descendit et confirma ce que tous les plongeurs ayant atteint ce passage rapportèrent désormais. Le gravier était infranchissable. Le seul moyen de récupérer Kent et Mark exigeait d'extraire l'entièreté du lit de gravier depuis le sommet, travailler à travers 60 pieds d'eau avec du matériel industriel. Une entreprise commerciale, Schaefer Diving, fut engagée. Ils amenèrent un tuyau d'aspiration industrielle et entreprirent le travail extraordinaire d'aspirer des tonnes de gravier depuis les profondeurs pour les déverser dans le ruisseau Cypress. Des journées de labeur. Pour chaque pied dégagé, les parois instables du passage en ajoutèrent davantage. Le puits recremplissait activement l'espace qu'il créait. L'argent engagé s'épuisa avant le passage. Une dernière équipe d'évaluation de la société Brown & Root arriva et rendit le même verdict que tous les experts avaient prononcé. Le risque était inacceptable. Le puits était une tombe mobile qui se scellait d'elle-même. 12 jours après la disparition de Kent Maupin et Mark Brashear, les recherches officielles furent arrêtées. Ils furent laissés là où ils se trouvaient. Le puits fut scellé avec un couvercle de béton et une grille permanente. Le lit de gravier fatal, comme on l'appellerait dans la communauté de plongée, avait vaincu tous les efforts humains pour récupérer ce qu'il contenait, un portail dans l'eau. La mission du Drone Explorer accomplit une chose que des décennies de plongée humaine et d'efforts institutionnels n'avaient pas réussi à produire, un compte-rendu visuel clair et documenté de l'aspect réel de la 4e chambre et de la manière exacte dont elle tuait, et ainsi de suite. La plupart des gens ne connaissent donc jamais l'étendue du trou de baignade dans lequel ils nagent. C'est une grotte difficile à plonger. Sans la formation adéquate, cela peut être mortel.
Les scientifiques qui regardèrent ces images en temps réel furent visiblement bouleversés. Plusieurs d'entre eux étudiaient les systèmes de grottes professionnellement depuis des années. Aucun n'avait vu quoi que ce soit de tout à fait semblable à ce que les lumières d'un petit ROV jaune révélaient dans ces passages. Mais les images résolurent le mystère physique sans toucher au plus profond. Car le puits de Jacob n'a jamais été simplement une formation géologique pour ceux qui le connaissent, vivent à proximité ou l'ont croisé d'une manière qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Le calcaire qui compose les collines du Texas compte parmi les roches de surface les plus anciennes de l'État. Il s'est déposé durant la période Crétacée et a été sculpté par l'eau sur une échelle temporelle qui réduit l'histoire humaine à un simple après-midi. Le plateau d'Edwards, dont cette région fait partie, abrite des centaines de grottes, de sources et de formations karstiques, autant de fenêtres sur un monde souterrain qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés et se connecte selon des réseaux encore en cours de cartographie. Le puits de Jacob se trouve à l'expression en surface de l'un des nœuds les plus importants de ce système. Ce n'est pas simplement une grotte. C'est un passage vivant vers l'aquifère Trinity, l'une des principales sources d'eau pour des millions d'habitants du centre du Texas. Le débit du puits est utilisé depuis plus d'un siècle comme un indicateur de la santé de l'aquifère. Quand le puits s'assèche, comme cela s'est produit lors de sécheresses graves, la dernière fois en 2009, puis à nouveau pendant des périodes de sécheresse les années suivantes, c'est un signal d'alarme qui se répercute dans tout le système régional de gestion des eaux. Depuis plus de 100 ans, les habitants de la région décrivent le puits comme sans fond. Le drone semblait démentir cette idée en cartographiant les chambres connues. Mais les chambres connues ne sont que ce qui a été exploré. Le système forme un réseau de conduits calcaires dissous, s'étendant dans plusieurs directions depuis le puits vertical principal. Les plongeurs qui ont atteint la 4e chambre et survécu ont signalé ressentir des courants d'air à travers les fissures des parois rocheuses, des mouvements qui suggèrent des liaisons avec des espaces au-delà. Le sonar du drone a enregistré des données indiquant des cavités supplémentaires derrière les parois des passages traversés. La 4e chambre n'est peut-être pas un point final. Elle pourrait être un filtre, un goulet d'étranglement entre la grotte accessible et un système plus profond qui n'a jamais été pénétré. Il y a ensuite ce que les peuples autochtones de cette région comprenaient de ce lieu bien avant que les colons européens n'arrivent et ne le baptisent du nom d'un homme appelé Jacob. Les Tonkawa et d'autres tribus du Texas considéraient les sources comme des lieux sacrés, où la frontière entre le monde de la surface et le monde inférieur était perméable, où la terre respirait. Le puits de Jacob, étant l'une des sources les plus puissantes de la région, aurait occupé une place importante dans cette conception. Les traditions orales qui consignaient ces croyances ont été en grande partie perdues lors de la destruction violente des cultures autochtones au XIXe siècle. Mais le sentiment que ce lieu est davantage qu'une simple formation géologique a persisté. Les personnes qui ont passé du temps au puits de Jacob, même celles qui ne croient pas particulièrement au surnaturel, décrivent souvent quelque chose qu'elles ont du mal à exprimer. Une qualité d'attention que le lieu semble vous porter, une sensation d'être observé depuis le dessous. Les plongeurs qui ont survécu à des situations critiques dans le réseau souterrain. Et il y a des survivants, des gens qui sont revenus de la 3e et même de la 4e chambre dans des conditions terrifiantes, décrivent un phénomène constant, une attraction, non pas le courant de l'eau en mouvement, mais quelque chose de plus psychologique, de plus directionnel, une envie irrésistible d'aller un peu plus profond, de voir ce qui se trouve au prochain virage, de dépasser le point où l'évaluation rationnelle dirait d'arrêter, que cela représente un véritable phénomène environnemental, une combinaison de narcose à l'azote, de niveau d'oxygène, d'accumulation de dioxyde de carbone, ou d'infrasons produits par le mouvement de l'aquifère à travers des passages étroits, ou quelque chose de complètement différent, l'expérience est rapportée avec assez de constance pour qu'on ne puisse l'écarter. Et puis il y a l'aquifère lui-même. L'aquifère Trinity est un système souterrain ancien, largement inexploré, couvrant des portions immenses du Texas. Ce qui y vit
Ce qui s'y est adapté au fil du temps géologique à son obscurité totale, sa température constante, sa composition chimique, n'est pas pleinement connu. Des espèces adaptées aux grottes existent dans les systèmes karstiques du monde entier, y compris au Texas. La salamandre aveugle du Texas, quant à elle, ne se rencontre qu'à l'ouest, dans l'aquifère d'Edwards. On y observe des tortues, diverses espèces de poissons, des silures, des crapets et des perches. Ce sont généralement des créatures qui ont pénétré dans la grotte, se sont égarées et ne parviennent plus à en sortir. Elles ne sont pas adaptées à la vie souterraine. Certaines espèces, elles, ont évolué dans l'obscurité totale pendant des millions d'années. Quelles adaptations similaires pourraient s'être développées sur la même durée au sein du système Trinity? Dans des galeries qu'aucun chercheur n'a encore jamais atteintes, c'est une question scientifique tout à fait légitime. La réponse demeure inconnue. L'absence de connaissances ne équivaut nullement à l'absence de possibilités. Le puits de Jacob constitue une merveille naturelle, un prodige hydrologique, une fenêtre directe et irremplaçable sur l'un des systèmes aquifères les plus cruciaux du sud-ouest américain. C'est également une sépulture qui renferme au moins 12 personnes et qui refuse de les rendre. Quelles que soient vos convictions concernant ce qui se dissimule sous sa surface, sur les plans géologiques, historiques, écologiques et théoriques, un point est indiscutable. Il garde ses mystères depuis très longtemps. Le drone a progressé plus profondément qu'aucun humain n'y soit parvenu au cours des dernières décennies. Et lorsque l'enregistrement a été examiné intégralement, image par image, dans le calme d'un laboratoire de recherche les jours suivant la mission, les scientifiques ont relevé un détail qu'ils n'ont pas abordé publiquement. À la limite extrême de la portée du sonar du drone, au-delà de la 4e chambre, les mesures indiquaient que le conduit se prolongeait. À quelle distance, le sonar ne pouvait le déterminer. Le signal s'est dégradé en parasite avant qu'une réponse puisse être obtenue. Le puits s'étend plus bas que ne l'indique la carte. Le puits de Jacob est-il un lieu maudit, un accident géologique qui se trouve tuer des gens, ou bien quelque chose d'étranger que la science n'a pas encore su nommer? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres récits qui dépassent les apparences.